Soyez les bienvenus sur le plateau FHP Direct depuis Sant'Expo édition 2022. Et nous allons parler de prévention de jeunesse avec mon invité Aude Niadanou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la dirigeante et la fondatrice d'une société qui s'appelle L'Hôpital. Et avant de débuter cette émission, vous me disiez que vous étiez passée par Polytechnique. Alors, vous allez me raconter votre parcours. Avec plaisir. Donc oui, moi à la base, j'étais pas destinée à travailler dans la santé, et pourtant j'ai commencé un parcours plutôt d'ingénieur, donc à Polytechnique, et puis de docteur en chimie. Je voulais faire de la recherche, et à un moment, je me suis dit que l'impact que je voulais avoir devait être plus concret et plus rapide, et j'ai décidé de me lancer dans la santé, ne sachant pas très bien comment me positionner dans cet écosystème-là. J'ai voulu d'abord me rassembler autour de moi des personnes qui étaient dans la même position, donc qui s'intéressaient à la santé, qui avaient envie d'avoir un impact, mais qui n'avaient pas un diplôme de médecin ou de directeur d'hôpital. Et donc, en fait, j'ai commencé par créer des événements collectifs avec d'autres citoyens de tous horizons, pour aller passer 3 jours en immersion dans un hôpital, essayer de comprendre ce qui fonctionne mal, ce qui pourrait être fait autrement, et réfléchir en intelligence collective à des solutions un peu différentes sur les organisations, sur la communication, sur tous les aspects humains en fait qui sont autour du soin. Alors je dois dire quand même que c'est pas sorti complètement de nulle part. J'ai une mère infirmière, j'ai été sensible à ces questions depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'un jour je me suis dit moi aussi j'ai envie de participer et je vais trouver une place dans laquelle j'ai de la légitimité et ouvrir aussi cette place à d'autres personnes qui ont cette envie et qui n'ont pas forcément de base fait les études pour. Alors comment s'est passé l'accueil dans ces établissements de santé ? Parce que vous disiez, vous aviez étudié ce qui se passe au niveau de la communication, de l'organisation des soins, il y a les différents services. Mais ça s'est très bien passé. On a déjà travaillé avec une bonne dizaine d'établissements dans le cadre des créatons et une autre dizaine d'établissements dans d'autres missions maintenant, puisqu'on fait aussi de la formation, du conseil, sur toutes les méthodes un peu d'innovation organisationnelle. Et en fait, on a eu un accueil vraiment très positif, puisqu'on est arrivé en disant on veut vous aider à améliorer les pratiques, on veut vous proposer des solutions qui vont permettre aux patients d'être mieux accueillis, qui vont permettre aux soignants d'avoir une meilleure qualité de vie au travail, qui vont permettre aux aidants aussi de mieux s'y retrouver dans cet environnement complexe. Et le tout vraiment avec cet esprit de des volontaires qui viennent apporter quelque chose. Et donc oui, globalement, on a eu des portes ouvertes assez nombreuses et des retours très positifs de ces expériences-là. Alors, on sait que la prévention est importante. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, notamment auprès des jeunes ? Alors oui, il faut savoir que récemment, j'avais été sollicitée par le ministre Olivier Véran, enfin l'ancien ministre maintenant, sur la question de la promotion de la santé auprès des jeunes. Donc j'ai travaillé en binôme avec une médecin de santé publique qui s'appelle Pauline Martineau sur un rapport qu'on lui a remis récemment. Il a été rendu public au mois de mars. Et on avait été à la rencontre de dizaines et dizaines de jeunes, plus de 70 jeunes entre 12 et 25 ans, pour leur demander aujourd'hui comment est-ce qu'ils voyaient la santé, les questions de promotion, de prévention de la santé, et également des experts de terrain et des experts institutionnels. Donc au total, 250 personnes à peu près qu'on a pu aller interroger. Et le constat, en fait, il est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, la prévention, elle est souvent ressentie comme basée sur beaucoup d'injonctions, d'interdictions. Donc les jeunes nous ont dit, on trouve ça infantilisant en fait, on trouve que c'est très négatif, qu'on nous parle toujours des dangers, des choses très négatives, et donc c'est pas attractif pour nous. Quand vous leur parliez de tabac, d'alcool, d'addiction, qu'est-ce qu'ils vous répondaient ? On a même d'ailleurs parlé, avant de parler de ces sujets-là, de sujets encore plus basiques, c'est-à-dire de nourriture, d'alimentation, d'activité physique, de sommeil. Et déjà sur ces sujets-là, c'était assez impressionnant parce que quand on leur demande par exemple c'est quoi bien manger, ils ont tous retenu 5 fruits et légumes par jour. Et derrière on leur demande qu'est-ce que ça veut dire et comment tu l'appliques au quotidien, et en fait ils n'en ont aucune idée. Et donc on a littéralement entendu, on ne sait pas si c'est 5 grains de raisin ou 5 pastèques. Et puis moi, quand je prends un kebab, tomate, oignon et salade, est-ce que ça compte pour 3 fruits et légumes ? Et je plaisante pas, on a vraiment entendu ça. Et donc derrière, on se dit les messages sont pas adaptés. Les messages aujourd'hui ne sont pas adaptés à ce public, ils ne leur parlent pas et ils n'ont pas été rédigés avec eux. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller trouver d'autres manières de communiquer avec les jeunes pour vraiment les toucher. Sur le sommeil, par exemple, aussi, c'était assez frappant parce qu'ils nous ont dit
On n'a jamais entendu parler de ça en cours. En cours des SVT, on nous parle un peu d'alimentation, de santé sexuelle, mais le sommeil, on n'en parle pas. Et donc, quand on leur demande c'est quoi une bonne nuit de sommeil, ça va de 4 heures à 10 heures de sommeil. Ils savent pas du tout dire entre les deux, voilà. Et les choses ils vous disent, nous on reste tard sur nos écrans, les tablettes, les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc. Ouais. Alors ça, on a appris pendant la mission, et j'en avais aucune idée, qu'il y a de nombreux jeunes qui mettent un réveil pendant la nuit, qui se lèvent à 2 heures, à 4 heures, à 6 heures du matin, pour vérifier leurs notifications de réseaux sociaux. On était en atelier à Nanterre et il y a une jeune qui nous dit « Ah bah oui, moi je me mets 3 réveils pendant la nuit, je me réveille toutes les 2 heures et je vérifie si j'ai des commentaires ou des likes sur TikTok. » Mais ça vraiment, j'en avais aucune idée avant d'aller leur demander. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer et on l'a entendu plusieurs fois. Alors, je sais que vous menez différentes actions, mais lorsque vous entendez ça, finalement, vous vous dites... comment peut-on y remédier? Parce que ça paraît fou de mettre un réveil en pleine nuit pour regarder si on a des notifications sur les réseaux sociaux. C'est absolument incroyable. Tout à fait. Bah alors, nous, du coup, dans le rapport qu'on a rendu au ministre, qui est public, les gens peuvent le télécharger sur le site du ministère, donc qui s'appelle « Pour une culture de la promotion de la santé auprès des jeunes en France ». On a cité 10 propositions qui ont été déclinées en 50 mesures, donc des choses très concrètes qu'on a été chercher en atelier de brainstorming avec des jeunes, en discutant avec des infirmières scolaires, par exemple, en allant regarder ce qui se fait aussi à l'étranger, pour s'inspirer des bonnes pratiques, ou de manière très locale, une association locale qui propose quelque chose qui marche. Et on a tout rassemblé dans ce rapport. Donc il y a des choses vraiment très variées dedans, mais pour vous donner un ou deux exemples, il y a vraiment un sujet autour des sources d'information en santé. On s'est rendu compte qu'il y a très peu de sources d'information pour les jeunes qui soient à la fois fiables et attractives. Il y a des sources fiables qui ne sont pas du tout attractives. Donc aujourd'hui, par exemple, ils ne connaissent pas les sites de Santé publique France, alors que l'information est disponible et que tout a déjà été créé pour eux. Aujourd'hui, c'est pas visible. Et inversement, il y a des sources qui sont attractives, mais qui sont pas fiables. Et ça, je vais pas vous l'apprendre. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses qui circulent, beaucoup aussi d'intox. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à rendre des sources fiables plus attractives et des sources attractives plus fiables? Mais vous avez fait des propositions en ce sens? Tout à fait. Donc, typiquement, par exemple, on a proposé de réussir à travailler beaucoup mieux avec les influenceurs pour qu'ils puissent reprendre des messages de santé publique qui auraient été d'abord déterminés, bien sûr, par les autorités, qu'on leur propose pour qu'ils le traduisent et qu'ils puissent le partager dans leur communauté, puisque à la base, s'ils sont influenceurs, s'ils ont de l'influence, c'est parce qu'ils savent comment s'adresser à leur communauté, qu'ils ont les références culturelles communes avec eux et qu'ils sont capables de les convaincre. Donc de leur donner finalement des messages, une information neutre, et les laisser les transposer dans leur manière de s'adresser à leur communauté pour réussir à les rendre visibles. Ou aussi s'appuyer sur les créateurs de contenu qui spontanément vont déjà proposer du contenu fiable et réussir à labelliser ce contenu pour pouvoir dire oui, ça vous pouvez vous y fier, c'est valable, mais en s'appuyant déjà sur ces formats originaux qui parlent beaucoup mieux aux jeunes et qui sont actualisés souvent. Parce qu'aujourd'hui, une vidéo TikTok, ça reste 2 semaines à la tête d'affiche, et un message santé publique, ça dure 2 ans. Il y a un décalage que les jeunes ne comprennent pas. Et ils ont l'habitude que sur les réseaux sociaux, on leur parle avec des messages très personnalisés. Votre fil de Instagram, si vous avez Instagram, n'a rien à voir avec le mien. Et pourtant, on a toutes les deux les mêmes messages de santé publique. Ça, les jeunes ne le comprennent pas. Ils s'attendent à quelque chose de plus personnalisé, de plus actualisé. Dites-moi, concernant l'éducation thérapeutique, même la prévention, quel rôle peut avoir l'école? Parce que je suppose qu'on vous a répondu, on n'a pas le temps. Il y a déjà suffisamment d'heures de cours. Est-ce qu'il faut rajouter ces cours-là à quel moment? Alors tout à fait, une des propositions, c'est ancrer la santé à l'école, et c'est évidemment un endroit où on peut toucher beaucoup de jeunes. Alors évidemment, il ne faut pas se restreindre à l'école, puisqu'on n'a pas non plus oublié ce qu'on appelle les NEET, les jeunes qui ne sont pas à l'école et qui ne travaillent pas, et qui sont donc très difficiles à toucher, et qu'on peut aussi proposer d'autres endroits pour leur proposer des contenus de littératie en santé. Mais déjà, à l'école, par exemple, une des propositions, c'est d'ancrer un moment pour que chaque jour, les jeunes puissent marcher 30 minutes. Avoir 30 minutes de marche. Au début de la journée, j'arrive, j'ai de l'activité physique qui est ancrée dans ma journée tous les matins. D'avoir aussi des cours vraiment dédiés pour faire de la promotion de la santé. Aujourd'hui, on a vu que c'était assez inégal d'un lycée à un autre en fonction
de la bonne volonté des professeurs, en fonction des associations locales aussi qui s'impliquent, mais finalement c'est assez inégal sur les territoires. Donc c'est aussi quelque chose qui pourrait être beaucoup plus ancré et qui pourrait être dans le programme, comme c'est le cas en Angleterre ou aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il faudrait que ce soit une initiative à l'échelon national. Alors ça, c'est une partie de nos propositions. Nous, on a voulu faire des propositions à différentes échelles, où vraiment, il y a des choses qui pourraient être faites au niveau national, des choses qui pourraient être faites aussi au niveau local. Donc par exemple, on a proposé aussi d'organiser plus de grands événements autour de la promotion de la santé, justement pour encore avoir d'autres manières de communiquer. Et donc ça, le maire d'une ville qui lit notre rapport peut se l'approprier et décider de lancer un événement. Et là, par exemple, nous, là, avec l'hôpital, donc ma société, c'est pas ma société qui a été missionnée pour la mission, mais évidemment, on a des grosses convergences. C'est pour ça que j'avais été sollicitée aussi. On soutient actuellement un festival qui s'appelle le Festival Facette, qui a été lancé par un collectif citoyen autour de la santé mentale pour les jeunes. Et donc typiquement créer ce type d'événement pour ouvrir les dialogues, pour proposer des contenus, pour permettre aussi aux parents de venir avec les jeunes et d'avoir des moments comme ça où on ouvre plus facilement des questions qui sont parfois un peu difficiles à aborder, on pense aussi que ça peut avoir beaucoup d'impact. Alors certaines mesures, je pense, peuvent avoir l'air un peu anecdotiques. Donc par exemple, on a proposé de créer la journée pyjama à l'école, pour que les gens se souviennent toute leur vie de leur journée pyjama et que pendant toute cette journée-là, on ne parle que de sommeil et qu'on leur explique c'est quoi une bonne nuit de sommeil, comment est-ce que je peux mieux m'endormir, comment est-ce que je crée un environnement favorable pour m'endormir, etc. Et donc ça, typiquement, ça pourrait être très facile à faire et ça pourrait vraiment être quelque chose qui marque et qui permet de vraiment ouvrir un moment, un espace où on parle de sommeil. Alors tout à l'heure, vous parliez de l'aspect local. Il faut quand même rappeler le rôle important des régions et que des actions de prévention mises en place par les régions. Ah mais tout à fait, mais nous, dans l'état des lieux qu'on a dressé au départ, on a vu énormément d'actions qui étaient faites par les régions. Par exemple, dans les propositions, on a évoqué la possibilité de créer, alors le nom est très mal choisi, mais pour les besoins du rapport, on a appelé ça le pass bien-être. Bon, le terme de passe, aujourd'hui, on va peut-être pas le réutiliser. Mais dans l'idée, c'était de dire, voilà, on a, comme le pass culture, en fait, la référence, c'était pour le pass culture, pas pour le pass sanitaire. On a un carnet avec... on a, en fait, un espace où on nous donne des ressources financières, etc., et des ressources d'information pour passer à l'action sur la santé. Donc, par exemple, je m'inscris, je remplis un questionnaire pour que on puisse adapter les contenus à mes besoins et qu'on puisse aussi mieux connaître les besoins des jeunes en continu, avoir cet endroit aussi pour recueillir aussi de l'information. Et puis, on me propose, par exemple, d'utiliser mon pass pour acheter un panier de fruits et légumes avec un livre de recettes pour que, déjà une première fois, je prenne ce pli-là et que peut-être je m'habitue à manger plus souvent des fruits et légumes avec des recettes originales qui me plaisent, etc. Ou je peux aller m'acheter une paire de baskets ou 2 séances de sport pour découvrir des nouveaux sports qui me plaisent et me mettre un peu plus à faire de l'activité physique. Et donc, on a imaginé comme ça plusieurs choses à mettre dedans, mais on l'a pas juste imaginé nous, en fait. On a vu que, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait déjà un pass de ce type-là. Et donc, c'est des choses qui peuvent déjà exister localement et qui pourraient être mises à l'échelle. Alors, les prochaines étapes, c'est bien évidemment de continuer vos actions à l'hôpital, enfin, dans les établissements de santé en général, et dans les écoles aussi, lycée, collège, enfin, collège-lycée. Alors, je vais vous donner 2 réponses à votre question. Concernant le rapport, c'était une mission ministérielle le rapport a déjà été rendu. Donc, pour moi, la prochaine étape, c'est de le diffuser au maximum. Donc, merci, vous m'y aidez aussi aujourd'hui. Je vous en prie. Puisque ces propositions-là, tout est public et l'idée, c'est que les gens puissent l'approprier et y trouver peut-être quelques mesures, quelques idées qu'ils pourront appliquer autour d'eux. Donc là, on essaye vraiment de le diffuser au maximum. Et aujourd'hui, je pourrais pas à temps plein travailler sur l'application du rapport. Par contre, je peux vraiment partager les idées, réfléchir avec des acteurs sur comment aller plus loin. Et ma deuxième réponse, du coup, c'est moi personnellement aujourd'hui, je suis dirigeante de mon entreprise, donc qui s'appelle l'Hôpital. Et au quotidien, ça peut être relayé effectivement par d'autres personnes. Je pensais notamment effectivement aux écoles, puisque vous disiez que vous aviez rencontré des jeunes. Pourquoi pas? Mais tout à fait. Là, moi, aujourd'hui, j'essaie de l'envoyer aux associations des maires des différentes grandes communes en France, à des directions des régions, à des acteurs locaux, à des associations aussi. Parce qu'on a aussi cité dans le rapport énormément, justement, d'actions existantes
pour qu'elle soit plus visible. Donc là, par exemple, je discutais avec le conseil de l'ordre des infirmiers, je lui ai parlé d'une association que j'ai rencontrée à Saint-Nazaire, qui a des bus qui viennent faire de l'allée vert en bas des tours dans les cités, etc. Je vais les mettre en relation parce que peut-être que derrière, l'action en question pourra prendre plus d'ampleur. Et ça fait écho à une des mesures qu'on a proposées, de vraiment créer des espaces un peu partout pour que les jeunes aient accès à l'information. Donc là, ça va être des actions ponctuelles. Et après, moi, personnellement, ma société, aujourd'hui, nous, on développe beaucoup autour de la méthode qui a été mise en avant dans le rapport. Parce qu'en fait, le fond de ce rapport, c'était de dire, il y a 3 grands concepts, c'est écoute, confiance, collaboration. Il faut qu'on soit à l'écoute des jeunes pour mieux comprendre aujourd'hui où ils en sont, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qui leur parle. Il faut qu'on leur fasse plus confiance pour qu'eux-mêmes soient capables d'élaborer des messages qui vont parler à leur père, pour qu'eux-mêmes aussi puissent s'auto-évaluer. Deviennent des relais également, c'est ça, hein. Tout à fait, et puis puissent s'auto-évaluer pour comprendre où ils peuvent après aller chercher de l'information, parce qu'aujourd'hui on parle de santé mentale, mais un jeune ne sait pas vous dire si être un peu anxieux, c'est déjà une dépression. Comment je mesure mon anxiété? Je ne sais pas. Donc on a vu des choses comme le violentomètre, comme d'autres outils d'auto-évaluation qui vont permettre aux jeunes de se dire « Ah oui, en fait, j'ai besoin » et d'être orientés vers les dispositifs qui existent déjà. Et puis la collaboration, c'était aussi pour dire regardez tous les acteurs qui font déjà des choses et qui pourtant ne sont pas assez en lien. Et ces 3 grandes notions, on les retrouve en fait dans toutes mes activités et c'est vraiment au cœur de la méthode que je promeus avec mon entreprise et qu'on propose à plein d'acteurs sur plein de sujets, pas que sur la prévention. Donc c'est-à-dire que nous, on va vraiment aller proposer typiquement aux établissements de soins d'appliquer nos méthodes pour aller comprendre les besoins des patients, des usagers ou des soignants sur les questions autour de l'attractivité, de faire des ateliers d'intelligence collective pour faire émerger des idées, des propositions. Et là, nous, on va aussi pouvoir faire du prototypage, pouvoir tester nos idées, pouvoir les tester avec les utilisateurs, les améliorer et arriver vraiment sur des solutions qui vont s'ancrer dans les établissements. Et donc là, aujourd'hui, au quotidien, on développe énormément ces méthodes-là. On les propose sous forme de missions de conseil en innovation, où on fait de la conception en fait de solutions, sous forme de formation aussi, pour tous les acteurs de santé qui voudraient s'approprier les méthodes. Et puis, on a aussi beaucoup d'actions de sensibilisation, comme un podcast par exemple qui s'appelle Les Transformateurs. On va aller interviewer des acteurs qui veulent transformer le système de santé avec des actions qui s'appuient toujours sur ces grandes bases-là. Donc finalement, en fait, le rapport qu'on a rendu au ministre, il est le reflet aussi d'un cœur de valeurs et de méthodes que je déploie de manière plus large dans la santé. Et surtout, ça prouve qu'on ne peut pas tout faire tout seul et qu'il faut une vraie coopération collective. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut la jouer collectif. Merci de me permettre de souligner que le rapport en question, j'ai cité la coporteuse de mission, mais en fait on était 12 à travailler ensemble sur ce rapport avec d'autres jeunes, alors un peu moins jeunes que le 12-25 peut-être, mais des jeunes du milieu de la santé qui avaient été engagés comme nous. Et puis il a été vraiment co-construit avec toutes les personnes qu'on a été interviewées. Et de manière générale, moi c'est vraiment ce que je défends, de réussir à activer l'intelligence collective, de faire travailler ensemble des acteurs qui travaillent peut-être pas ensemble habituellement, mais qui ont des idées qui vont venir se complémenter, qui vont s'ajouter les unes aux autres et créer des choses vraiment innovantes. Et que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas assez développé dans notre système de santé, qui est quand même encore très en silo, qui est très fermé sur lui-même, et pourtant on gagnerait énormément à être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus collectif. En tout cas, bravo. Bravo, vous souhaite une bonne continuation. Merci d'être venu sur le plateau FHP Direct pour nous parler de tout ça, de l'hôpital. Et puis, écoutez, ce sera l'occasion peut-être l'année prochaine de se revoir et puis de nous dire ce que vous avez fait durant l'année qui s'est écoulée. Avec grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir invité. Merci à vous. Et puis voilà, je répète que le rapport est disponible sur le site du ministère, donc il peut facilement être téléchargé. Et puis vous pouvez aussi vous renseigner sur nos activités sur le site de l'hôpital LOW-PITAL. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous, d'autres invités arrivent.